Ce doit être un lutin pervers ou l'influence sardonique de sources obscures et secrètes qui me firent ainsi changer mes plans. J'avais depuis longtemps résolu de limiter mes observations à la seule architecture et j'étais même en train de presser le pas vers le square pour chercher un moyen de transport afin de quitter au plus vite cette ville pourrissante de décadence et de mort. Mais la vue du vieux Zadok Allen avait fait changer le cours de mes pensées et ralenti mon pas, à présent hésitant. On m'avait affirmé que le vieillard ne faisait rien de plus que des allusions à des légendes extravagantes, décousues et incroyables, et j'avais été averti des risques à être vu par les autochtones en train de parler avec lui. Pourtant, l'idée d'entendre cet ancien témoin du déclin de la ville, avec ses souvenirs qui remontaient au premier temps des vaisseaux et des fabriques, avait un attrait auquel je ne pouvais résister, même avec toute ma raison. Après tout, les mythes les plus étranges et les plus fous ne sont souvent que des allégories ou des symboles fondés sur des réalités, et le vieux Zadok avait dû assister à tout ce qui s'était passé à Innsmouth au cours des 90 dernières années. La curiosité m'enflamma au mépris du bon sens et de la prudence, et avec l'égotisme de la jeunesse, j'imaginais que j'arriverais à dégager l'essence de la vérité historique de la logorée confuse et délirante que je tirerais probablement de lui à l'aide du whisky. Je savais qu'il ne fallait pas l'aborder là, tout de suite, car les pompiers l'auraient remarqué et se seraient interposés. Mieux valait commencer, me dis-je, par acheter de l'alcool de contrebande, là où le garçon épicier m'avait signalé qu'on en trouvait en quantité. Puis j'irais flâner, l'air de rien, près de la caserne des pompiers, et je tomberais sur le vieux Zadok dès qu'il aurait entrepris une de ses fréquentes balades. Selon le jeune homme, il ne tenait pas en place et demeurait rarement assis plus d'1 heure ou 2 près de la caserne. Je trouvais aisément, bien qu'au prix fort, une bouteille de whisky dans l'arrière-boutique d'un magasin à prix unique, plutôt minable, après le square dans Elliott Street. L'individu crasseux qui me servit avait ce regard un peu figé, le look Innsmouth, et à sa manière il fut très aimable. Peut-être était-il habitué à recevoir des clients étrangers, camionneurs, courtiers en or ou autres, comme il en passait de temps en temps dans la ville. En regagnant Town Square, je constatais que la chance était avec moi, car j'aperçus, émergeant de Payne Street, au coin de la maison Gilman, rien de moins que la haute et maigre silhouette en guenilles du vieux Zadok Allen lui-même. Comme je l'avais prévu, j'attirai son attention en brandissant la bouteille que je venais d'acheter, et je m'aperçus bientôt qu'il me suivait d'un pas traînant, avec un air rêveur, quand je tournais dans Waite Street pour gagner un quartier que j'espérais totalement désert. M'orientant grâce à la carte que le garçon d'épicerie m'avait dessinée, je me dirigeais vers les quais sud, complètement abandonnés, que j'avais déjà visités. Je n'y avais aperçu que des pêcheurs au loin sur la digue, et en m'éloignant un peu plus vers le sud, je pouvais me mettre hors de leur vue, trouver de quoi m'asseoir sur un quai désert et interroger tout à loisir le vieux Zadok sans être observé. Avant d'avoir atteint Main Street, j'entendis derrière moi un faible et poussif « Monsieur !» et je laissai le vieil homme me rattraper et boire à la bouteille de généreuse lampée. Je commençais à tâter le terrain alors que nous marchions dans la désolation omniprésente et les ruines à la renverse, mais je dus me rendre à l'évidence, sa langue âgée ne se déliait pas aussi facilement que je l'avais espéré. Enfin, j'aperçus en direction de la mer un passage recouvert de végétation entre des murs de briques croulants qui débouchait sur un quai de maçonnerie et de terre envahi de mauvaises herbes. Près de l'eau, des tas de pierres moussues offraient des sièges acceptables, et l'endroit était à l'abri de tous les regards grâce à un entrepôt en ruine situé un peu au nord. C'était, pensais-je, le lieu idéal pour un long entretien secret. Je guidai donc mon compagnon vers le passage et choisis un endroit pour nous asseoir parmi les pierres moussues. L'atmosphère d'abandon et de mort était macabre et l'odeur de poisson intolérable, mais j'avais décidé que rien ne m'arrêterait. Il me restait 4 heures pour mener à bien cette conversation si je voulais attraper le bus d'Arkham de 8 heures,
et je commençais à verser chichement un peu d'alcool au vieil ivrogne tout en mangeant mon déjeuner. J'eus soin cependant dans mes largesses de ne pas tout compromettre, car je n'avais pas envie que la volubilité éthylique de Zadok se transforme en coma. Au bout d'une heure, sa morosité sournoise sembla se dissiper, mais à ma grande déception, il continua à esquiver mes questions sur Innsmouth et son ténébreux passé. Il bavardait à propos des nouvelles du jour, révélant une connaissance étendue de la presse et une tendance marquée à philosopher d'un ton de villageois sentencieux. Vers la fin de la seconde heure, je commençais à craindre que ma bouteille de whisky ne soit suffisante pour donner des résultats, et je me demandais s'il ne valait pas mieux laisser là le vieux Zadok pour aller en chercher une autre. C'est à ce moment précis que le hasard provoqua un déclic que mes questions n'avaient su amener, et le bavardage asthmatique du vieux prit un tour qui me fit me pencher vers lui et dresser l'oreille. Je tournais le dos à la mer et à l'odeur de poisson, mais il lui faisait face, et quelque chose avait dû attirer son regard vers le profil bas et lointain du récif du diable qui apparaissait nettement, fascinant au-dessus des vagues. Cette vue sembla lui déplaire, car il se mit à égrener à mi-voix des jurons qui s'achevèrent en un murmure confidentiel et un regard entendu. Il se pencha vers moi, saisit le revers de mon manteau, puis commença à émettre d'une voix sifflante un verbiage décousu sur lequel on ne pouvait cependant se méprendre. C'est là que tout a commencé. Cet endroit maudit, là où l'eau commence à être profonde, c'est la porte de l'enfer. T'as descends à pic, y a pas une ligne de fond qui va jusque-là. C'est le vieux Captain Obed le responsable. Il a trouvé dans ces îles des mers du Sud des choses qui ont pas fait de bien. Qui ont pas fait de bien. Ça allait mal pour tout le monde à cette époque. Le commerce dégringolait. Les usines, elles avaient plus d'affaires. Même les nouvelles. Et puis, les meilleurs de nos gars, tués comme corsaires dans la guerre de 1812, coulaient avec le briquet Lisa et le chaland Ranger, qui appartenaient tous les deux aux Gilman. Obed Marsh, lui, il avait 3 bateaux. Le brigantin Columbia, le brick Etty et la goélette Sumatra King. Non, Sumatra Queen, oui. C'était le seul qui faisait du commerce aux zones orientales et dans le Pacifique, quoique la goélette à Esdras Martin, a fait un voyage encore en 28, le Malay Pride. Jamais il n'y a eu personne comme le Captain Obed, vieux suppôt de Satan. Je me souviens comment il parlait des îles là-bas. Et il traitait tous les gens d'ici d'idiots, d'aller à l'église et de supporter leur fardeau comme des moutons dociles. Ferait mieux de se trouver des dieux qui disaient des dieux comme là-bas. Des dieux qui leur donneraient du poisson en échange de leur sacrifice et qui répondraient vraiment aux prières des gens. Matt Elliott, son second, il causait beaucoup aussi. Seulement lui, il était contre tous ces trucs de païens. Il parlait d'une île à l'est de Tahiti où il y avait des tas de ruines en pierre, si vieilles que personne ne savait rien dessus. Pareil que sur Ponap, dans les Carolines, mais avec des figures sculptées comme les grandes statues de l'île de Pâques. Il y avait aussi une petite île volcanique pas loin, où on trouvait d'autres ruines avec d'autres sculptures. Des ruines toutes usées, comme si elles avaient été sous la mer autrefois.
est couverte d'images de monstres abominables partout. Monsieur, Matt disait que tous les indigènes là-bas, ils avaient tout le poisson qu'ils voulaient. Et ils portaient des bracelets aux poignets, puis aux coudes, et des couronnes avec ça. C'était fait d'une espèce d'or. Et plein d'images de monstres comme celles qui étaient sur les ruines de la petite île. Comme les grenouilles-poissons, ou poissons-grenouilles, je sais pas, qui étaient dessinés dans toutes les positions, comme si c'était des êtres humains, quoi. Personne n'a jamais pu leur faire dire où ils avaient trouvé tout ça. Et tous les indigènes des autres îles se demandaient comment ils faisaient pour trouver tout ce poisson, parce que dans les îles à côté, ils attrapaient presque rien. Matt se demandait aussi, et le capitaine aussi. Et Obed a remarqué qu'un tas de petits jeunes, des beaux gars, disparaissaient pour de bon, année après année, et qu'il y avait presque pas de vieux dans le pays. Et puis il pensait qu'il y en avait qui avaient l'air drôlement bizarres, même pour des Kanaks. C'est Obed qui a trouvé la vérité sur les païens. Je sais pas comment il a fait, mais un jour, il s'est mis à tronquer ces machins en or qu'il portait. Et puis, il leur a demandé d'où ça venait, et s'il pouvait en avoir d'autres. Et pour finir, il a tiré les vers du nez au vieux chef, Wallakea, qui s'appelait. Personne d'autre qu'Obed n'aurait jamais cru ce vieux diable jaunâtre. Mais le capitaine, il lisait dans les gens comme si c'était des livres. Personne ne croit jamais quand je raconte tout ça. Et toi non plus, un petit, je suppose. Pourtant, en te regardant bien, t'as les yeux qui savent lire comme Obed. Le chuchotement du vieillard devint plus faible, et je me surpris à frissonner devant la terrible et sincère gravité de son ton, même si je savais que son histoire ne pouvait être qu'un délire d'ivrogne. Eh bien, monsieur, Obed, il a appris qu'il y avait des choses sur cette terre dont presque personne n'entendait. Personne n'a jamais entendu parler. Et personne ne voudrait le croire s'il l'entendait. Il paraît que ces Kanaks sacrifiaient des tas de jeunes garçons, et des filles aussi, à des espèces de dieux qui habitaient sous la mer. Et en échange, ils recevaient des tas de faveurs. Ils rencontraient ces choses sur la petite île qui avait les drôles de ruines. Il paraît que ces images abominables de monstres, des grenouilles, poissons, c'était leur portrait. Mais, après tout, c'est peut-être de là que ça vient, les histoires de sirènes et tout ça. Ils avaient toutes sortes de villes au fond de la mer. Et cette île, elle serait sortie de l'eau, comme ça. Paraît qu'il y avait des créatures vivantes dans les bâtiments de pierre quand il est arrivé d'un coup à la surface. Et c'est comme ça que les Kanaks, ils se sont aperçus qu'ils vivaient là-dessous. Et quand ils se sont remis de leur peur, ils leur ont causé par signe. Et ils ont vite fait affaire. Ces choses-là, elles aimaient les sacrifices humains. Ils en avaient déjà fait il y a très très longtemps, mais un jour, j'avais perdu le contact avec le monde d'en haut. Enfin, notre monde, quoi. Ce qu'ils faisaient de leurs victimes,
Je pourrais pas vous le dire. Mais je pense qu'Obed n'a pas été trop curieux là-dessus. Les païens, ça les arrangeait. Vu qu'avant, ils en voyaient toutes les couleurs et ils étaient prêts à tout. Ils donnaient un certain nombre de jeunes aux choses de la mer 2 fois par an. À Beltane et à Halloween. C'était réglé comme du papier à musique. On leur donnait aussi des bibelots qui sculptaient. Et alors les choses étaient d'accord pour faire venir des tas de poissons en échange. Ils les ramenaient de partout en mer. Et de temps en temps, ils donnaient aussi des trucs en or. Enfin, ça avait l'air d'or. Comme je vous disais, les indigènes rencontraient les créatures sur la petite île volcanique. Ils y allaient en pirogue, avec les sacrifiés et les offrandes, et ils repartaient avec les bijoux en espèces d'or, si on leur en donnait, ce qui n'était pas toujours. Au début, les choses allaient jamais sur la grande île, et un jour, elles ont fini par avoir envie. Paraît qu'elles voulaient voir du monde, surtout les grands jours, à Beltane et à Halloween, et de faire des fêtes ensemble. Vous voyez, elles pouvaient vivre dans l'eau et dehors. C'est ce qu'on appelle des amphibies. Mais les Kanaks leur ont dit que les gens des autres îles allaient les tuer s'ils apprenaient qu'ils étaient là. Bon, les choses, elles ont répondu qu'elles s'en fichaient parce qu'ils pouvaient effacer toute la progéniture humaine si on venait les embêter. En fait, pas toute la progéniture. Pas ceux qui avaient des amulettes comme autrefois les anciens avaient. Et les anciens, ils ont disparu maintenant. Enfin, finalement, elles ont dit que pour pas déranger, elles se cacheraient quand quelqu'un viendrait visiter l'île. Quand il s'est agi de s'accoupler avec eux, les poissons-crapauds, les Kanaks, ils ont refusé. Mais ils ont appris quelque chose qui a changé un peu la donne. Paraît que les hommes sont comme qui dirait parents avec les animaux marins, que tout ce qui est vivant serait venu de la mer un jour. Et faudrait qu'un tout petit changement pour y retourner. Alors les choses, elles ont dit aux Kanaks que s'ils mélangeaient leur sang, il y aurait des enfants qui auraient d'abord l'air humain, mais qui après deviendraient de plus en plus comme elles. Et après encore, ils iraient dans l'eau pour aller retrouver tous les autres au fond. Et le plus important, jeune homme, c'est que ceux qui seraient devenus des poissons et qui seraient allés dans l'eau, ils mourraient jamais. Les choses, elles meurent jamais, sauf si on les tue. Et même monsieur, à peine Obed a connu ces gens d'ici, qui avaient déjà plein de sang de poissons venant de ces créatures du fond de l'eau. Et quand ils prenaient de l'âge, et que ça commençait à se voir, on les cachait jusqu'à ce qu'ils aient envie de se mettre à l'eau et de s'en aller. Il y en avait qui étaient plus touchés que d'autres. Et certains, ils changeaient jamais assez pour aller dans l'eau. Mais en gros, ça se passait exactement comme les choses avaient dit. Ceux qui ressemblaient aux choses, même un petit peu à la naissance, ils changeaient très tôt. Mais ceux qui étaient presque humains restaient sur l'île, parfois jusque passé 70 ans. Quoique, souvent, ils faisaient des petites plongées d'essai avant ça. Les gens qui partaient à l'eau, ils revenaient rendre visite. Et souvent même, ce qui fait qu'il n'était pas rare qu'un homme y cause avec son 5 fois arrière-grand-père.
qui avait quitté la terre ferme dans les 200 ans plus tôt. Personne ne pensait plus à la mort, sauf dans les batailles de pirogues ou pour les sacrifices ou les morsures de serpents, la peste ou une épidémie qui les aurait pris avant qu'ils aient pu se mettre à l'eau. Et en fin de compte, ils se réjouissaient d'un changement qui était devenu pas du tout horrible avec le temps. Ils trouvaient que ce qu'ils obtenaient était bien pour ce qu'ils devaient donner. Et je crois qu'Obed a pensé pareil quand il a eu digéré un peu l'histoire du vieux Wallachia. Évidemment, celui-là, c'était un des rares qui avait pas une goutte de sang de poisson, vu qu'il était d'une famille royale qui se mariait qu'avec les familles royales des autres îles. Il a appris à Obed plein de rites et d'incantations en rapport avec les créatures marines, et il lui a fait voir les gens du village qui avaient quasiment plus forme humaine. Mais il n'a pas voulu lui faire voir une seule des choses sorties de la mer. À la fin, il lui a donné un truc magique en plomb ou autre chose qui était supposé faire remonter les choses poissons de n'importe quel endroit de la mer où on pouvait se trouver et où il pouvait y avoir un nid. L'idée, c'était de le jeter à l'eau en disant la prière qu'il fallait. Wallachia disait qu'il y en avait partout dans le monde et que n'importe qui, en cherchant un peu, pouvait trouver un nid et les faire monter. Mais Matt, il aimait pas tout ça, et il voulait empêcher Obed d'aller sur l'île. Mais le capitaine était un gars, et il voyait qu'il pourrait avoir ces choses dorées si bon marché que ça payerait de monter une affaire. Ça a duré des années, et Obed a fini par avoir assez d'or pour démarrer son affinerie dans la vieille usine délabrée des Waite. Il n'a pas osé vendre les choses telles quelles parce que les gens, ils auraient posé trop de questions. Mais ses ouvriers en prenaient une de temps en temps et la vendaient, bien qu'ils avaient juré de garder le silence. Et Obed y laissait les femmes de sa famille porter ses bijoux. Il était un peu plus humain que les autres quand même. Mais alors en 38, j'avais 7 ans. Et Obed, il est revenu sur l'île après un voyage. Et là, il s'est aperçu qu'elle avait été complètement nettoyée de ses habitants. Semblerait que les indigènes des autres îles avaient découvert le poteau rose et ils avaient, comme qui dirait, pris les choses en main. Je suppose qu'il devait avoir ces vieilles amulettes magiques dont les créatures avaient dit que c'était les seules choses qu'elles craignaient. Impossible, n'est-ce pas, de dire ce que ces sauvages peuvent trouver quand le fond de la mer vomit une île avec des ruines plus vieilles que le déluge. La fameuse magie, en tout cas, ils n'avaient rien laissé debout, ni sur la grande île, ni sur la petite volcanique, sauf les ruines qui étaient trop grosses pour être démolies. Et un peu partout, il y avait des petites pierres éparpillées, comme des talismans avec quelque chose d'écrit dessus. Ce qu'on appelle aujourd'hui une svastika. Probable que c'était les signes des anciens. Tous les gens avaient disparu. Aucune des choses dorées restait. Et pas un canaque du pays a soufflé mot de cette affaire. Il prétendait même qu'il n'y avait jamais eu personne sur l'île. Ça a été un sacré coup dur pour Obed. Déjà que son commerce n'allait pas très fort. Et puis ça a été dur pour Twinsmouth, vu que dans le temps de la marine, ce qui était bon pour le capitaine était bon pour l'équipage.
Oh, la plupart des gens de la ville ont pris les temps difficiles comme des moutons résignés qu'ils étaient. Mais ça tournait mal pour eux, vu que la pêche non plus donnait pas grand-chose et que les usines étaient fermées. C'est là qu'Obed a commencé à injurier les gens parce qu'ils étaient des moutons qui priaient un Dieu chrétien qui leur apportait rien du tout. Il leur a dit qu'il connaissait des gens qui priaient des dieux, qui donnaient quelque chose de vraiment utile, et que si les hommes voulaient se mettre avec lui, il pourrait peut-être s'adresser à certaines puissances pour avoir du poisson et de l'or. Bien sûr, ceux qui avaient servi sur la Sumatra Queen et qui avaient vu l'île savaient ce que ça voulait dire et ils n'étaient pas chauds pour faire affaire avec ces choses de la mer. Mais ceux qui savaient pas de quoi y retourner se sont laissés rouler par Obed. Ils lui ont demandé ce qu'il pouvait faire pour les mener à cette religion et obtenir des résultats surtout. Là, le vieillard hésita, marmonna et tomba dans un mutisme maussade et craintif, jetant des coups d'œil inquiets par-dessus son épaule, puis se retournant pour lancer un regard fasciné sur le récif noir au loin. Cette histoire insensée que je venais d'entendre m'intéressait au plus haut point, car je supposais que c'était une forme grossière d'allégorie reposant sur l'étrangeté d'Innsmouth et élaborée par une imagination à la fois créative et nourrie de restes de légendes exotiques. Pas un instant je ne crus que cette fable pût avoir le moindre fondement réel, mais elle inspirait tout de même une véritable terreur, ne serait-ce que parce qu'elle évoquait d'étranges bijoux manifestement semblables à la tiare maléfique que j'avais vue à Newburyport. Peut-être ces parures venaient-elles après tout d'une île étrange, et ces contes extravagants étaient-ils des mensonges de feu Obed lui-même plutôt que ceux du vieil ivrogne. Je tendis la bouteille à Zadok et il la vida jusqu'à la dernière goutte. C'était étonnant de voir la quantité de whisky qu'il pouvait ingurgiter sans même que sa voix au perché et asthmatique ne devienne pâteuse. Il lécha le goulot de la bouteille qu'il glissa dans sa poche, puis se mit à dodeliner en soliloquant doucement. Je me penchai pour essayer de saisir ses paroles, si c'en était, et je crus voir un sourire ironique derrière sa moustache touffue et jaunie. Oui, il prononçait réellement des mots, et je réussis à en comprendre une bonne partie. Pauvre Matt, il avait toujours été contre tout ça. Il essayait de mettre les gens de son côté. Il avait discuté avec les pasteurs. Oh, rien à faire. Le congrégationniste, ils l'ont chassé de la ville. Le méthodiste, il est parti. Et on n'a plus jamais revu Resolved Babcock, le baptiste. Moi, j'étais petit, mais j'ai entendu ce que j'ai entendu et vu ce que j'ai vu. Dagon, Ashtaroth, Bélial et Belzébuth, le veau d'or et les idoles de Canaan et des Philistins, les abominations babyloniennes, Méné, Méné, Tekel, Upharsin, Méné, Méné, Tekel, Upharsin. Il s'interrompit à nouveau, et à son regard bleu délavé, je crus bien qu'il fut près de défaillir. Mais comme je lui tapais doucement sur l'épaule, il se tourna vers moi avec une vivacité étonnante et lança quelques phrases plus obscures encore. Vous me croyez pas, hein? Alors, dites-moi donc, jeune homme, pourquoi le capitaine Obed et une vingtaine de gars y ramaient jusqu'au récif du diable en plein milieu de la nuit, en chantant si fort qu'on pouvait les entendre dans toute la ville quand le vent soufflait dans le bon sens? Dites-moi un peu. Et dites-moi, pourquoi Obed y jetait toujours des choses lourdes dans l'eau profonde de l'autre côté du récif, là où ça descend à pic, comme une falaise, si bas qu'on peut pas sonder? Et dites-moi, qu'est-ce qu'il faisait avec ces drôles de trucs magiques en plomb que Wallachea lui avait donnés? Dis-moi, qu'est-ce qu'il faisait avec tout ça?
Et qu'est-ce qui braillait tous à Beltane et à Halloween? Et pourquoi les nouveaux pasteurs, que étaient plutôt des marins, y portaient ces robes bizarres et des choses dorées qu'Obed avait rapportées? Dis-moi, petit, hein? Ses yeux bleus délavés étaient devenus presque sauvages et fous. La barbe blanche souillée se hérissait comme électrisée. Le vieux Zadok vit que je me reculais, car il se mit à caqueter méchamment. Commence à comprendre, hein, petit? Vous commencez à comprendre, hein? Peut-être pas que ça vous aurait plu d'être à ma place à cette époque-là, quand je voyais tout ça la nuit sur la mer de la coupole, en haut de ma maison. Je peux vous dire, les petits bouts, ils sont petits, mais ils ont de grandes oreilles, et je perdais rien de ce qu'on racontait sur le capitaine Obed et les gens calés au récif. Et la nuit, j'ai emporté sur la coupole la longue vue de papa, et j'ai vu le récif tout grouillant de formes qu'on plongeait vite fait dès que la lune s'est levée. Obed et les gens, ils étaient dans un dory, mais les formes ont plongé de l'autre côté, dans l'eau profonde, et elles sont jamais remontées. Ça vous aurait plu d'être un petit môme tout seul en haut d'un toit à regarder ces formes qui n'étaient pas des formes humaines, hein? Ça vous aurait plu? Le vieillard devenait hystérique et je me mis à frissonner en proie à une inquiétude indéfinissable. Il posa sur mon épaule une griffe noueuse et il me sembla que ses secousses ne venaient pas de son rire. Et supposez qu'une nuit, vous auriez vu quelque chose de lourd jeter du dory d'Obed de l'autre côté du récif, et que le lendemain, vous auriez appris qu'un jeune gars avait disparu de chez lui, hein? Qui a jamais revu Hiram Gilman, et Nick Pierce, et Louelly Waite, et Adoniram Southwick, et Henry Garrison, hein? Des formes qui parlaient le langage des signes avec leurs mains. Enfin, ceux qui avaient des mains. Et bien, monsieur, c'est à ce moment qu'Obed est retombé sur ses pattes. On a vu ces trois filles porter ces choses en or que personne n'avait jamais vues sur elles avant. Et la fumée qui sortait de nouveau de la cheminée de la raffinerie. Il y en a eu plein d'autres aussi qui avaient l'air de prospérer. Le poisson a commencé à grouiller dans le port, prêt à pêcher. Et Dieu sait les cargaisons qu'on a expédiées à Newburyport, Arkham et même Boston. Et c'est à ce moment qu'Obed a fait installer la vieille ligne de chemin de fer. Évidemment, des pêcheurs de Kingsport ont entendu parler de ces pêches miraculeuses et ils sont venus en sloop. Perdus corps et biens, on les a jamais revus. Et juste au même moment, notre village a organisé l'ordre ésotérique de Dagon. Et ils ont acheté pour ça la salle maçonnique de la commanderie du Calvaire. Du Calvaire. Matt Elliott, il était maçon et il a protesté, mais il a disparu. Juste à ce moment-là. Remarquez, je n'ai pas dit qu'Obed voulait que tout soit comme sur l'île des Canaques. Je crois pas qu'au début, il voulait faire des mélanges et avoir des jeunes qui iraient à l'eau et deviennent poissons éternels. Non, il voulait... Non, ce qu'il voulait, c'était ces trucs en or. Il était prêt à mettre le prix, et je crois que les autres, au début, ils étaient satisfaits. Mais en 1946, la ville a commencé à prendre conscience et à réfléchir. Trop de gens disparus, trop de sermons bizarres à l'office du dimanche, trop de rumeurs sur ce récif. Et je crois bien que j'y étais pour quelque chose en racontant à Selectman Maury ce que j'avais vu de la coupole. Une nuit, il y a un groupe qui a suivi les hommes d'Obed jusqu'au récif. J'ai entendu des coups de feu entre les dories. Le lendemain,
Obed et 22 autres en tôle. Tout le monde se demandait ce qui se passait au juste et quelle charge on pourrait bien retenir contre eux. Seigneur, si quelqu'un avait réfléchi, 2 semaines plus tard, quand rien n'avait été jeté à la mer, ça faisait longtemps, trop longtemps. Zadok commençait à donner des signes de frayeur et de fatigue, et je le laissais garder le silence pendant un moment, tout en regardant ma montre avec inquiétude. La marée avait changé et montait à présent, et le bruit des vagues sembla le réveiller. J'étais heureux de ce changement, car avec la marée haute, l'odeur de poisson serait sans doute moins forte. Je dressai l'oreille à nouveau pour saisir ses chuchotements. Cette nuit, épouvantable, je les ai vus. J'étais en haut dans la coupole. C'était des hordes, des essaims de choses. Partout sur le récif, ils remontaient à la nage dans le port, dans le Manaxet. Seigneur, ce qui est arrivé dans les rues d'Innsmouth cette nuit, Seigneur, ce qui est arrivé dans les rues d'Innsmouth cette nuit-là. Ils ont tapé à la porte, mais il n'a pas voulu ouvrir, et il a grimpé à la fenêtre de la cuisine. Il est sorti avec son mousquet pour aller chercher Selectman Murray et voir ce qu'il pouvait faire. Ce qu'il pouvait faire. Des morts entassés et des mourants, des coups de feu, des cris. On hurlait sur l'ancienne place, sur Town Square et au parc de New Church, les portes de la prison enfoncées. Proclamation, trahison. Ils ont dit que c'était la peste, quand les gens venus d'ailleurs ont vu qu'il manquait la moitié des habitants. Plus personne, sauf ceux qui étaient avec Obed et les choses, ou alors ceux qui s'étaient tenus à carreau. Jamais plus de nouvelles de pas. Jamais. Jamais. Jamais plus de nouvelles de pas. Le vieux haletait et suait à grosses gouttes. Son étreinte se resserra sur mon épaule. Tout a été nettoyé en une matinée, mais il y avait des traces. Obed alors, il prend les choses en main et il dit que ça va changer. Les autres, ils iront prier avec nous aux offices. Certaines maisons devront recevoir des invités. Ils vous laissent mélanger, comme ils avaient fait avec les Kanaks. Et lui, il a rien fait pour les arrêter. Ouais, il allait trop loin, Obed. Il était comme un fou. Il disait qu'il nous apporterait du poisson, des trésors, mais fallait leur donner ce qu'ils voulaient. Vu de dehors, il n'y aurait rien de changé. Seulement, fallait pas se frotter aux étrangers si on savait où était notre intérêt. On a dû tous prêter le serment de Dagon. Et après, il y a eu un deuxième et un troisième serment. Quelques-uns l'ont fait. Et ceux qui rendaient des services spéciaux, ils avaient des récompenses spéciales, de l'or et des choses du genre. Pas moyen de résister. Il y en avait des millions au fond de l'eau. Ils préféraient pas nettoyer toute l'humanité, mais si j'étais trahi, poussé à bout, ils pouvaient le faire. Nous, on n'avait pas les vieilles magies pour s'en débarrasser comme les indigènes de la mer du Sud. Et ces Kanaks, ils n'avaient jamais voulu nous confier leurs secrets. Bon, il n'y avait qu'à leur donner assez de sacrifices, de babioles, et les recevoir en ville quand ils voudraient, et ils se tiendraient bien tranquilles. Et ils ne feraient pas de mal aux étrangers, qui pouvaient pourtant raconter des histoires à l'extérieur. Leur ferait pas de mal, à moins qu'on ne les prenne à espionner. Et tous les fidèles à l'ordre de Dagon et les enfants, ils mourraient jamais. Mais ils devraient retourner à la mère Hydra et au père Dagon, d'où qu'on était tous venus, paraît-il, il y a longtemps. Il y a longtemps. La, Cthulhu, Fatagun, Fnugui, Mongulna, Cthulhu, Le vieux Zadok sombrait dans le délire,
et je retins mon souffle. Pauvre vieux, dans quels pitoyables abîmes d'hallucination cet esprit fécond et imaginatif avait-il été poussé par l'alcool, la haine de la dégénérescence, de l'inconnu et de la maladie qui l'entourait. Il se mit à gémir et les larmes coulaient le long de ses joues ravinées jusque dans les profondeurs de sa barbe. Seigneur, j'en ai vu depuis mes 15 ans. Méné, t'es calé au farcen. Les gens qui disparaissaient, qui s'entretuaient, ceux qui racontaient des choses à Arkham, à Ipswich ou ailleurs, on les traitait de fous. Comme vous maintenant. Comme vous maintenant, vous me traitez de fou. Mais Seigneur, ce que j'en ai vu, il m'aurait tué depuis longtemps en rapport à ce que je sais. J'ai fait le premier et le second serment à Dagon avec Obed. J'étais intouchable. Sauf si un de leurs jurys prouvait que je racontais des choses en toute connaissance et exprès. Mais je voulais pas faire le troisième serment. Plutôt mourir que de faire ça. Pendant la guerre civile, ça empirait quand les enfants nés depuis 1946 ont commencé à grandir. Certains, du moins. Moi, j'avais peur. Mais plus jamais j'ai voulu les épier depuis cette horrible nuit. Et eux, j'en ai jamais vu de près de toute ma vie. Je veux dire, des sangs purs. Je suis parti pour la guerre, et si j'avais eu un peu de cran et de bon sens, je serais jamais revenu. Et je me serais installé loin d'ici. Mais les gens m'ont écrit que ça allait pas si mal. Je pense que c'était à cause des conscrits qui étaient dans la ville depuis 63. Mais après la guerre, ça a été aussi mal qu'avant. Les gens, ils ont commencé à déprimer. Les usines et les boutiques ont fermé. On a cessé de naviguer, le port s'est ensablé, le train a été abandonné. Mais eux, ils n'ont pas arrêté d'aller et venir entre la rivière et ce maudit récif de Satan. On a condamné de plus en plus de fenêtres avec des planches, et pourtant, on a entendu de plus en plus de bruit dans les maisons abandonnées. Et les étrangers, ils ont commencé à raconter des histoires sur nous. Vous avez dû en entendre pas mal, vu les questions que vous posez. Des histoires sur ce qu'ils auraient vu ici et là, sur ces drôles de bijoux qui viennent d'on ne sait où et qui n'ont pas tous été fondus. Mais il n'y a jamais rien de sûr, personne croit rien. Ils disent que les choses dorées viennent d'un butin de pirate, que les gens d'Innsmouth ont du sang étranger ou dégénéré ou quelque chose comme ça. Et puis, ici, ils mettent les étrangers dehors autant qu'ils peuvent et ils poussent les autres à pas se montrer trop curieux, surtout quand la nuit vient. Les bêtes ont peur. Les bêtes ont peur des créatures. Les chevaux, encore plus que les mules. Mais depuis qu'il y a les autos, tout va bien. En 1946, le capitaine Obed a pris une seconde femme que personne en ville n'a jamais vue. Il y en a qui disent qu'il voulait pas. Mais il a été forcé par ceux qu'il avait invoqués. Il a eu 3 enfants avec elle. 2 qui ont disparu tout jeunes, et une fille qui avait l'air comme tout le monde et qui a été éduquée en Europe. Obed a réussi à la marier à un gars d'Arkham qui s'est douté de rien. Mais maintenant, personne du dehors n'a plus jamais affaire avec les gens d'Innsmouth. Barnabas Marsh, qui dirige la finerie à présent, c'est le petit-fils d'Obed et de sa première femme. Le fils d'Onésiphorus, l'aîné, mais sa mère en faisait partie, et on l'a jamais vu sortir. Aujourd'hui, Barnabas a bien changé, il peut plus fermer les yeux, il est tout déformé. On dit qu'il met encore des habits, mais qu'il va bientôt aller à l'eau. Peut-être même qu'il a déjà essayé. Des fois, ils descendent pour des petites magies avant d'y aller pour de bon.
On l'a pas vu en public, ça fait bien 10 ans. Je sais pas comment sa pauvre femme prend ça. Elle est d'Ipswich et les gens là-bas, ils ont failli lyncher Barnabas quand il venait faire sa cour. Voilà bien 50 ans. Bête, il est mort en 78. Et tous ceux de la génération d'après, ils sont partis maintenant. Les enfants de la première femme sont morts et les autres, Dieu seul le sait. Le bruit de la marée montante était devenu très insistant et petit à petit, il semblait changer l'humeur du vieil homme de larmoyante à craintive et vigilante. Il s'arrêtait parfois pour jeter à nouveau des regards inquiets par-dessus son épaule ou vers le récif, et malgré l'extravagante absurdité de son histoire, je commençais, sans pouvoir m'en empêcher, à partager son appréhension. Sa voix se fit plus perçante, comme s'il tentait de se donner du courage en haussant le ton. Et vous, pourquoi vous n'êtes rien? Ça vous plairait de vivre dans cette ville où tout est pourri et mourant, avec des monstres enfermés qui rampent, qui geignent, qui aboient, qui sautent dans les caves et les greniers obscurs, n'importe où vous allez, ça vous plairait? Ça vous plairait d'entendre hurler nuit après nuit dans les églises et dans le temple de l'ordre de Dagon, et de savoir qui est responsable de ces hurlements? Ça vous plairait d'entendre ce qui vient de cet affreux récif chaque Beltane et Halloween? Ben mieux, vous pensez que le vieux déraille, hein? Ben monsieur, croyez-moi, c'est pas le pire. Zadok criait vraiment à présent, et la frénésie démente de sa voix me troublait plus que je ne saurais dire. Diable vous emporte, me regardez pas avec ces yeux-là. Je vous dis qu'Obed marche. Il est en enfer et il va y rester. En enfer. Il peut pas m'attraper. J'ai rien fait. J'ai rien raconté à personne. À vous, jeune homme. Bon, même si j'ai encore rien raconté à personne, je vais le faire maintenant. Bouge pas. Écoute-moi, garçon. Voilà ce que j'ai jamais raconté à personne. J'ai dit que j'avais plus espionné après cette nuit-là. Mais j'ai trouvé des choses tout de même. Vous voulez savoir ce qu'est la véritable abomination? C'est pas ce que ces diables de poissons ont fait, c'est ce qu'ils vont faire. Ils apportent des choses en ville, de là d'où ils viennent, ils font ça depuis des années. Mais ils ont ralenti ces derniers temps. Les maisons au nord de la rivière, entre Water Street et Main Street, elles en sont pleines de ces démons et de ce qu'ils ont apporté. Et quand ils seront prêts, je dis bien, quand ils seront prêts, avez-vous entendu parler d'Ashoggoth? Avez-vous entendu parler d'Ashoggoth? Vous m'entendez? Je vous dis, je connais ces choses-là, je les ai fait une nuit. Le cri du vieillard, atrocement soudain, fut si horriblement inhumain que je faillis m'évanouir. Ses yeux fixés au-delà de moi sur la mer malodorante lui sortaient positivement de la tête, et son visage était un masque d'épouvante digne d'une tragédie grecque. Sa griffe osseuse s'enfonça effroyablement dans mon épaule, et il ne fit pas un mouvement lorsque je tournai la tête pour chercher du regard ce qu'il avait pu apercevoir. Je ne vis rien que la marée montante, sauf peut-être une série d'ondulations plus localisées que la longue ligne déferlante des brisants. Mais à présent Zadok me secouait, et je me retournai pour voir ce masque pétrifié par la peur fondre en un chaos de convulsions de paupières et de gencives. Presque aussitôt la voix lui revint, encore que ce ne fut plus qu'un murmure frémissant. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Ils nous ont vus! Sauvez votre vie! Faut plus attendre! Ils savent maintenant! Ils savent! Vite! Vite! Loin de cette ville! Vite! 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 Une autre lourde vague s'écrasa sur la maçonnerie croulante du quai d'autrefois et changea le chuchotement du vieux fou en un nouveau cri inhumain à vous glacer le sang. Je jetai un coup d'œil sur la mer derrière moi, mais il n'y avait rien. Et quand j'atteignis Water Street, je suivis la rue du regard vers le nord,
il ne restait aucune trace de Zadok Allen. Je ne saurais décrire l'état d'esprit dans lequel me laissa cet épisode angoissant, à la fois dément et pathétique, grotesque et terrifiant. Le garçon de l'épicerie m'y avait préparé, mais face à la réalité, je restais néanmoins perplexe et inquiet. Bien que sa fable soit franchement puérile, le vieux Zadok, par son sérieux insensé et l'horreur de ses propos, m'avait communiqué une inquiétude grandissante qui faisait écho à ma répulsion initiale pour la ville et l'ombre de son insaisissable fléau. Plus tard, peut-être, je pourrais analyser ce récit et en extraire l'essence d'une allégorie historique, mais à cet instant, je ne demandais qu'à l'oublier. L'heure filait dangereusement. Ma montre indiquait 7h15 et l'autobus pour Arkham quittait Town Square à 8h. Je m'efforçais de me concentrer sur des pensées aussi neutres et pratiques que possible, tout en parcourant rapidement les rues désertes aux maisons chancelantes et aux toits béants, en direction de l'hôtel où j'avais laissé ma valise et où je trouverais enfin mon bus. Malgré la lumière dorée de fin d'après-midi qui donnait aux vieux toits et aux cheminées délabrées un charme mystique et un air de paix, je ne pouvais de temps à autre m'empêcher de jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule. Je serais vraiment soulagé de quitter Innsmouth, bourgade malodorante et terrifiante, et j'aurais bien voulu qu'il existât un autre moyen de transport que le bus du sinistre Sargent. Et pourtant je n'accélérais pas l'allure, car il se trouvait à tous ces coins de rue silencieux des détails architecturaux dignes d'intérêt, et je pourrais facilement, d'après mes calculs, faire le trajet en une demi-heure. Après avoir étudié la carte du jeune épicier à la recherche d'un itinéraire que je n'aurais pas encore suivi, je choisis Marsh Street au lieu de State Street pour gagner Town Square. Au coin de Fall, je commençais à voir ça et là des groupes de passants furtifs qui chuchotaient. Et quand j'arrivais enfin sur la place, je constatais que presque tous ces flâneurs s'étaient rassemblés devant la porte de la maison Gilman. On aurait dit qu'une masse d'yeux saillants et humides qui ne clignaient jamais m'observait bizarrement comme je demandais ma valise dans le hall, et j'espérais bien qu'aucune de ces créatures déplaisantes ne ferait le voyage avec moi. L'autobus arriva en avance avec 3 passagers dans un bruit de ferraille un peu avant 8h, et sur le trottoir un individu à la mine patibulaire murmura quelques mots inintelligibles au conducteur. Sargent jeta dehors un sac postal et un paquet de journaux, puis entra dans l'hôtel, tandis que les voyageurs, les mêmes que j'avais vus arriver à Newburyport ce matin-là, rejoignirent le trottoir d'un pas traînant et échangèrent quelques vagues paroles gutturales avec un passant désœuvré, dans une langue dont j'aurais juré que ce n'était pas de l'anglais. Je montai dans la voiture vide et m'assis à la même place que j'avais occupée précédemment. Mais à peine installé, Sargent réapparut et se mit à marmonner quelques mots d'une voix rauque particulièrement répugnante. Apparemment, ce n'était pas mon jour de chance. Il y avait un problème avec le moteur, bien que le bus ait filé depuis Newburyport, et on ne pourrait pas continuer jusqu'à Arkham. Non, on ne pouvait pas réparer ce soir, et il n'y avait pas d'autre moyen de transport pour aller d'Innsmouth à Arkham ou ailleurs. Sargent était désolé, mais j'allais être obligé de dormir au Gilman. Le réceptionniste me ferait certainement un prix, il n'y avait pas d'autre solution. Quasi stupéfait par cette fatalité soudaine, et appréhendant vivement la tombée de la nuit dans cette ville pourrissante à moitié éclairée, je descendis du bus et rentrai dans le hall de l'hôtel où le réceptionniste de nuit, maussade et louche, me dit que je pouvais avoir la chambre 428 à l'avant-dernier étage. Une grande chambre mais sans eau courante pour $1. Malgré ce que j'avais entendu sur cet hôtel à Newburyport, je signai le registre, payai $1, laissai l'employé prendre ma valise et suivis ce valet revêche et solitaire jusqu'au haut des 4 étages de marches grinçantes, puis à travers des couloirs poussiéreux qui semblaient entièrement déserts.
Ma chambre, lugubre, chichement meublée, était située à l'arrière de l'hôtel et comportait 2 fenêtres qui donnaient sur une cour miteuse cernée par des bâtiments de briques peu élevés et abandonnés. Elle dominait vers l'ouest une étendue de toits décrépits adossée à la campagne marécageuse. Au bout du couloir se trouvait une salle de bain, relique décourageante avec sa vieille cuvette de marbre, une douche en fer blanc, une ampoule électrique défaillante et des lambris moisis autour des tuyauteries. Comme il faisait encore jour, je descendis sur la place pour tâcher de trouver de quoi dîner, et je remarquai encore les regards bizarres que me jetaient des badauds malsains. L'épicerie était fermée et je dus me rabattre sur le restaurant que j'avais d'abord évité. Il était tenu par un homme voûté, à la tête étroite, aux yeux immobiles et sans expression, et une fille au nez plat et aux mains incroyablement épaisses et maladroites. On ne servait qu'au comptoir, et je fus soulagé en m'apercevant que presque tout venait manifestement de boîtes de conserve et de sachets. Je me contentais d'un bol de soupe aux légumes avec des crackers, et je regagnais bientôt ma triste chambre au Gilman, où je pris un journal du soir et un magazine souillé auprès de l'employé revêche qui tenait un étalage branlant à côté de son comptoir. Comme le crépuscule s'assombrissait, j'allumai la faible ampoule électrique située au-dessus de mon lit en fer et fis de mon mieux pour continuer la lecture que j'avais entamée. Je jugeais opportun d'occuper sainement mon esprit plutôt que de le laisser ressasser les anomalies de cette ancienne ville brisée par un fléau tant que j'étais encore dans ses murs. L'histoire invraisemblable que m'avait racontée le vieil ivrogne n'augurait pas de rêves agréables, et je sentais qu'il fallait écarter le plus possible de mon imagination le souvenir de ses yeux délavés et fous. Je ne devais pas non plus m'appesantir sur ce que l'inspecteur du travail avait dit à l'employé de la gare de Newburyport au sujet de la maison Gilman et des voix de ses occupants nocturnes. Ni là-dessus, ni sur le visage à la tiare dans l'entrée obscure de l'église, un visage dont ma pensée consciente ne pouvait expliquer l'horreur. Peut-être aurait-il été plus facile de détourner mes pensées de ces sujets troublants si la chambre n'avait pas si effroyablement senti le renfermer. Cette odeur morbide, hideusement mêlée à celle du poisson qui régnait dans la ville, ramenait sans cesse mon imagination à la décomposition et à la mort. Ce qui m'inquiétait aussi, c'était l'absence de verrou à la porte de ma chambre. Il y en avait eu un, comme le prouvaient clairement les marques, mais on l'avait enlevé récemment. Ou sans doute était-il devenu inutilisable, comme tant d'autres choses dans ce bâtiment délabré. Nerveusement, je regardai autour de moi et je découvris dans la penderie un verrou apparemment de la même taille que celui de la porte, à en juger par les traces. Pour me rassurer un peu dans cette atmosphère tendue, je décidai de le fixer à l'emplacement vide à l'aide d'un petit couteau suisse qui comportait un tournevis et que je portais toujours sur mon trousseau de clés. Il s'adaptait parfaitement et je fus soulagé de savoir que je pourrais fermer avant de me coucher. Non que je croyais en avoir réellement besoin, mais le moindre symbole de sécurité était le bienvenu dans un pareil endroit. Il y avait aussi des verrous aux portes des 2 chambres communicantes, et je les poussais. Je ne me déshabillais pas, décidai de lire jusqu'à ce que je m'endorme, et je m'allongeai après avoir ôté seulement mon veston, mon faux-col et mes chaussures. Tirant une lampe électrique de ma valise, je la mis dans ma poche pour pouvoir consulter ma montre si je m'éveillais tard dans la nuit. Cependant, le sommeil ne vint pas, et en analysant mes pensées, je m'aperçus non sans inquiétude que je tendais inconsciemment l'oreille pour entendre quelque chose que je redoutais sans pouvoir le nommer. L'histoire de l'inspecteur avait dû imprégner mon imagination plus profondément que je ne le croyais. J'essayai à nouveau de lire, mais je dus reconnaître que je n'avançais pas. Après un certain temps, je crus entendre, à intervalles réguliers, craquer l'escalier et les couloirs comme sous des pas, et je me demandais si les autres chambres ne commençaient pas à se remplir. Pourtant, il n'y avait pas de bruit de voix, et je fus frappé du caractère subtilement furtif de ces craquements.
Je n'aimais pas ça. Je me demandais si je ne ferais pas mieux de ne pas dormir du tout. Cette ville abritait des gens bizarres et incontestablement il y avait eu plusieurs disparitions. Était-ce là une de ces auberges où l'on tuait les voyageurs pour leur argent? Oh, je n'avais sûrement pas l'air très fortuné. Ou bien les habitants éprouvaient-ils un tel ressentiment pour les visiteurs curieux? Mon allure de touriste, avec ma carte que je consultais sans cesse, m'avait-elle fait repérer? En y réfléchissant, je devais être dans un piteux état nerveux pour que quelques craquements m'amènent à échafauder de telles hypothèses. Quand même, je regrettais de ne pas être armé. Finalement, épuisé mais pas somnolent, je tirai le verrou que j'avais réinstallé sur la porte du couloir, éteignis la lumière et me jetai sur le lit dur et défoncé avec veston, col, chaussures et tout le reste. Dans le noir, le moindre bruit nocturne était amplifié et un flot de pensées désagréables m'envahit. Je regrettais d'avoir éteint la lumière, mais j'étais trop fatigué pour me lever et aller rallumer. C'est alors, après un moment interminable et lugubre, que vint, annoncé par de nouveaux craquements dans l'escalier et le couloir, ce son léger, épouvantablement reconnaissable, accomplissement pernicieux de toutes mes appréhensions. Il n'y avait pas de doute possible. On essayait une clé, prudemment, furtivement, non sans hésitation, dans la serrure de ma porte. Mes sensations, en identifiant ce signe de réel danger, furent peut-être moins tumultueuses à cause de mes craintes précédentes. Quoique sans raison précise, je m'étais instinctivement tenu sur mes gardes, ce qui allait m'aider dans cette nouvelle épreuve, quelle qu'elle puisse être. Néanmoins, l'évolution du danger, de vagues prémonitions à réalité immédiate, fut un choc terrible et me tomba dessus comme un coup de poing. Il ne me vint pas une seconde à l'idée que ce tâtonnement pouvait être une simple erreur. Je n'imaginais qu'une intention malveillante et je gardais un silence de mort en attendant ce qu'allait faire l'intrus supposé. Un moment plus tard, le bruit prudent cessa et j'entendis qu'on pénétrait, sans doute avec un passe-partout, dans la chambre au nord de la mienne. Puis, on essaya doucement la serrure de la porte qui donnait dans ma chambre. Le verrou résista et le plancher grinça quand le rôdeur quitta la pièce. Au bout d'un instant, un autre bruit discret m'apprit qu'on entrait dans la chambre sud. Puis nouveau tâtonnement sur la porte de communication, verrouillée, et nouveau craquement d'un poids qui s'éloigne. Cette fois, il partit dans le couloir, descendit l'escalier, et je sus que le rôdeur, ayant compris que mes portes étaient verrouillées, renonçait à sa tentative, pour un temps plus ou moins long, comme on le verra plus loin. La vitesse avec laquelle je mis sur pied un plan d'action prouve que j'avais dû inconsciemment craindre quelques menaces et envisager depuis des heures les diverses options pour y échapper. Tout de suite, je sentis que le fouineur invisible représentait un danger avec lequel il convenait d'éviter l'affrontement et même la négociation. Il fallait fuir en catastrophe. La seule chose à faire était de quitter cet hôtel le plus vite possible et par une autre issue que l'escalier et le hall d'entrée. Je me levai discrètement et dirigeant la lumière de ma lampe sur l'interrupteur, j'essayais d'allumer l'ampoule au-dessus de mon lit pour choisir quelles affaires emporter dans mes poches avant de fuir sans ma valise. Mais rien ne se passa et je compris qu'on avait coupé le courant. De toute évidence, il se préparait un mauvais coup secret. Quoi exactement, je n'aurais pu le dire. Tandis que je réfléchissais, la main sur l'interrupteur désormais inutile, j'entendis un craquement étouffé à l'étage au-dessous, et je crus distinguer le son d'une conversation. Un instant plus tard, j'étais moins sûr que ces tonalités graves fussent des voix, car ces aboiements rauques et ces coassements mal articulés ressemblaient bien peu au langage humain. Je songeais alors avec force à ce que l'inspecteur du travail
avait entendu la nuit dans cette maison délabrée et pestilentielle. Ayant rempli mes poches à la lumière de ma torche, je mis mon chapeau et me dirigeai sur la pointe des pieds vers les fenêtres pour évaluer mes chances de descente. En dépit des règlements de sécurité, il n'y avait pas d'échelle incendie de ce côté de l'hôtel et je découvris que mes fenêtres donnaient sur un vide de 3 étages jusqu'à la cour pavée. À droite et à gauche, cependant, d'anciens bâtiments industriels en briques étaient accolés à l'hôtel. Leur toit en pente montait à une hauteur acceptable pour y sauter de mon 4e étage. Mais pour atteindre l'un ou l'autre, il fallait être dans la chambre à 2 portes de la mienne, soit au nord, soit au sud. Et je me mis aussitôt à calculer les chances que j'avais d'effectuer ce transfert. Je ne pouvais pas risquer une sortie dans le couloir où on entendrait sûrement le bruit de mes pas. Et de toute façon, les difficultés pour entrer dans la chambre voulue seraient insurmontables. La seule solution était de passer par les portes de communication, qui étaient plus légères et dont il faudrait forcer les serrures et les verrous en me servant de mon épaule comme d'un bélier, si d'aventure elles étaient fermées de l'intérieur. Cela me paraissait possible étant donné l'état délabré de l'hôtel et de ses installations, mais je ne pourrais pas y arriver sans bruit. Je devais compter uniquement sur ma rapidité et sur la chance d'atteindre une fenêtre avant que les forces hostiles n'aient le temps de s'organiser pour ouvrir la bonne porte avec un passe. Je barricadais ma porte sur le couloir avec la commode que je poussais petit à petit pour faire le minimum de bruit. Je me rendais bien compte que mes chances étaient très minces et je m'étais préparé à un désastre. D'ailleurs, atteindre un autre toit voisin ne résolvait pas le problème car il restait encore à gagner le sol et à m'échapper de la ville. Le seul élément favorable était l'état d'abandon et de ruine des bâtiments contigus et les nombreuses lucarnes obscures qui y étaient ouvertes. Ayant constaté sur le plan de l'épicier qu'il valait mieux sortir de la ville par le sud, j'examinai d'abord la porte communicante sud. Elle s'ouvrait dans ma direction, mais après avoir tiré le verrou, je remarquai qu'elle comportait d'autres fermetures et qu'elle serait trop difficile à forcer. Abandonnant cette issue, je poussai doucement le lit contre la porte afin de gêner toute attaque qui viendrait de cette chambre. La porte nord s'ouvrait dans l'autre sens, et bien que je l'ai trouvée fermée à clé et verrouillée de l'autre côté, c'était par elle que je devais passer. Si j'arrivais à atteindre les toits des bâtiments sur Payne Street et à descendre dans la rue sans encombre, je pourrais peut-être me précipiter par la cour vers les maisons voisines ou celles d'en face jusqu'à Washington ou Bates Street, à moins de sortir dans Payne Street et de tourner vers le sud dans Washington. De toute façon, je devais viser Washington Street et m'éloigner au plus vite des parages de Town Square. J'aurais préféré éviter Payne Street à cause de la caserne des pompiers qui restait peut-être ouverte toute la nuit. En pensant à tout cela, je regardais au-dessous de moi le sordide océan de toits pourrissants, à présent éclairé par les rayons d'une lune presque encore pleine. À droite, la sombre déchirure de la gorge où coulait la rivière divisait le paysage. Les usines et la gare abandonnée s'y accrochaient de part et d'autre comme des bernacles. Au-delà, le chemin de fer rouillé et la route de Rowlett traversaient une étendue plate et marécageuse, parsemée d'îlots broussailleux plus élevés et plus secs. À gauche, la campagne parcourue de ruisseaux était plus proche et l'étroite route d'Ipswich luisait, blanche sous la lune. De ce côté de l'hôtel, je ne pouvais pas voir la route du sud en direction d'Arkham, celle que j'avais décidé de prendre. J'étais indécis quant à savoir quand je devrais m'attaquer à la porte nord et comment le faire sans être entendu, lorsque je remarquai que les vagues bruits d'en dessous avaient fait place à de nouveaux grincements de marche plus marqués. Une lueur vacillante apparut à travers mon imposte et le plancher du couloir se mit à gémir sous une charge pesante. Des sons étouffés, d'origine vocale peut-être, se rapprochèrent, et enfin, on frappa énergiquement à ma porte. Pendant un moment, je retins simplement mon souffle et attendis. Des éternités s'écoulaient. Et soudain, l'écœurante odeur de poisson des alentours sembla augmenter de façon alarmante. Puis on frappa de nouveau, sans arrêt et avec une insistance grandissante. Comprenant qu'il était temps d'agir,
je tirai le verrou de la porte nord, rassemblant toutes mes forces pour l'enfoncer. Les coups redoublèrent et j'espérais qu'il couvrirait le bruit de mes efforts. Enfin, passant à l'action, je me lançai l'épaule gauche en avant et à plusieurs reprises sur le mince panneau sans me soucier des chocs ou de la douleur. La porte résista quand même plus que je ne m'y attendais, mais je ne renonçais pas. En attendant, les vociférations derrière la porte allaient de plus belle. Elle finit par céder, mais avec un tel fracas que ceux dans le couloir avaient dû l'entendre. Immédiatement, les coups devinrent un martèlement violent, tandis que des bruits de clés inquiétants résonnaient aux portes des chambres voisines. Me remuant dans celle que je venais d'ouvrir, je réussis à verrouiller la porte du couloir avant qu'on ne puisse l'ouvrir. Mais au même moment, j'entendis que l'on essayait d'ouvrir avec une clé la porte de la 3e chambre, celle dont j'avais espéré emprunter la fenêtre pour atteindre le toit au-dessous. Pendant un instant, je me sentis complètement découragé. Ma capture, dans une pièce dont aucune fenêtre ne m'offrait d'issue, semblait certaine. Une vague d'horreur, presque monstrueusement vahie, et investie sous la lumière de ma lampe de poche, d'une terrible, bien qu'inexplicable étrangeté, les traces de pas qu'avait laissées dans la poussière l'intrus qui, ici même, avait essayé tout à l'heure de pénétrer chez moi. Poussé par des réflexes plus forts que le désespoir, je me dirigeais vers la porte de communication, prêt à l'enfoncer, et si je trouvais la fermeture intacte, comme dans la seconde chambre, à verrouiller la porte du couloir avant qu'on ne l'ouvre de l'extérieur. Un vrai hasard providentiel me donna ma revanche, car devant moi, la porte de communication n'était non seulement pas fermée à clé, mais était de fait entr'ouverte. En une seconde, je la passai, et je bloquai du genou droit et de l'épaule la porte du couloir, qui visiblement commençait à s'ouvrir vers l'intérieur. Ma pression prit l'assaillant au dépourvu, et la porte se refermant sous mon effort, je n'eus qu'à faire glisser le verrou comme je l'avais fait dans les 2 autres chambres. Je reprenais ma respiration lorsque j'entendis les coups sur les 2 portes extérieures qui faiblissaient, tandis qu'un vacarme confus venait de la porte de communication consolidée par mon lit. De toute évidence, mes agresseurs étaient entrés en masse dans la chambre sud et se préparaient à une attaque latérale. Mais au même instant, une clé pénétrait dans la serrure de la chambre nord suivante et je compris qu'un danger encore plus proche était imminent. La porte de communication nord était grande ouverte, mais il n'était plus temps de défendre celle du couloir dans laquelle la clé était en train de tourner. Tout ce que je pouvais faire était de fermer et de verrouiller cette porte de communication nord, toujours ouverte, et celle qui se trouvait en face, puis de pousser le lit contre l'une, la commode contre l'autre, et la table de toilette devant l'entrée du couloir. Je ne pouvais me fier qu'à ces barricades de fortune pour me protéger jusqu'à ce que je franchisse la fenêtre pour atteindre le toit qui donnait sur Payne Street. Mais même à ce moment critique, mon effroi ne venait pas de la faiblesse de mes moyens de défense. Je frissonnais parce qu'aucun de mes poursuivants, en dehors de quelques hideux halètements, grognements, faibles aboiements de temps à autre, n'émettait un son vocal net ou intelligible. Tandis que je déplaçais les meubles et me ruais vers les fenêtres, j'entendis dans le couloir un bruit terrifiant de pas précipités en direction de la chambre nord et dans le même temps l'arrêt des coups côté sud. Manifestement, la plupart de mes adversaires allaient se concentrer sur la faible porte de communication dont ils savaient qu'elle menait directement à moi. Dehors, la lune éclairait la faîtière du bâtiment au-dessous et je vis que le saut serait terriblement risqué à cause de la pente abrupte sur laquelle je devais atterrir. Dans ces conditions, je choisis la fenêtre la plus au sud pour m'échapper, comptant tomber sur le versant intérieur du toit et rejoindre la lucarne la plus proche. Une fois dans l'une des constructions de briques délabrées, je devais m'attendre à être poursuivi, mais j'espérais pouvoir descendre et m'esquiver en passant d'une entrée ouverte à l'autre et en contournant la cour obscure pour rejoindre enfin Washington Street et filer hors de la ville en direction du sud. Le vacarme à la porte de communication nord était vraiment terrifiant et je vis que le mince panneau commençait à se fendre. Les assiégeants avaient sans doute apporté un objet pesant en guise de bélier. Néanmoins, le lit tenait bon et j'avais encore une maigre chance de réussir mon évasion.
En ouvrant la fenêtre, je remarquai qu'elle était flanquée d'un lourd rideau de velours suspendu à une tringle par des anneaux de cuivre, et aussi qu'il y avait à l'extérieur de grosses attaches pour les volets. Voyant là un moyen d'éviter un saut dangereux, je tirai d'un coup sec les rideaux et fis tout tomber, les rideaux, la tringle et le reste. Puis j'accrochai rapidement 2 des anneaux à l'attache du volet et je jetai le rideau au dehors. Les lourds plis tombaient complètement jusqu'au toit et je jugeai que les anneaux et l'attache pourraient probablement supporter mon poids. Alors, enjambant la fenêtre et descendant le long de l'échelle de corde improvisée, je laissai à jamais derrière moi l'immeuble morbide et infesté d'horreur de la maison Gilman. J'atterris sans dommage sur les ardoises branlantes du toit et réussis à gagner le trou noir de la lucarne sans accroc. En levant les yeux vers la fenêtre d'où je venais de sauter, je vis qu'elle était toujours obscure. En revanche, plus loin au nord, entre les cheminées effondrées, je discernais des lumières inquiétantes qui brillaient dans la salle de l'ordre de Dagon, l'église baptiste et l'église congrégationniste que je me rappelais en frissonnant. Il n'y avait personne dans la cour en bas, et j'espérais avoir une chance de fuir avant le déclenchement d'une alerte générale. À la lueur de ma lampe électrique, je constatais, à travers la lucarne, qu'il n'y avait pas de marche pour descendre. La hauteur toutefois n'était pas grande, si bien que je grimpais sur le bord, me laissais tomber et me retrouvais sur un plancher poussiéreux encombré de caisses et de tonneaux vermoulus. L'endroit était lugubre, mais je ne me souciais plus de ce genre d'impression. Et après un bref coup d'œil à ma montre qui indiquait 2 heures du matin, je me dirigeais vers l'escalier révélé par ma lampe. Les marches grinçaient, mais paraissaient assez solides. Je les descendis 4 à 4 jusqu'au second étage, qui avait l'air d'une grange, et enfin jusqu'au rez-de-chaussée. Tout était complètement vide, et seul l'écho répondait au bruit de mes pas. J'atteignis enfin le couloir inférieur, au bout duquel un rectangle faiblement éclairé indiquait l'entrée en ruine sur Paint Street. Me dirigeant dans le sens opposé, je trouvai la porte de derrière également ouverte et, dévalant 5 marches de pierre, je me retrouvai sur les pavés jointoyés d'herbe de la cour. Les rayons de la lune n'arrivaient pas jusque-là, mais je voyais suffisamment mon chemin pour me passer de lampe. Certaines fenêtres de la maison Gilman brillaient faiblement et je crus entendre des bruits confus à l'intérieur. Avançant en silence vers le côté de Washington Street, je distinguai plusieurs entrées ouvertes et je choisis la plus proche pour sortir enfin. Il faisait noir dans le corridor et quand j'arrivai à l'autre bout, je m'aperçus que la porte de la rue était hermétiquement fermée. Résolu à essayer un autre bâtiment, je revins sur mes pas à tâtons vers la cour, mais là, je m'arrêtai net tout près de l'entrée. Car par une porte ouverte de la maison Gilman se déversait une formidable foule de silhouettes douteuses avec des lanternes dansant dans le noir et d'horribles voix rauques échangeant des cris étouffés dans une langue qui n'était pas de l'anglais. Ces formes se déplaçaient de manière hésitante et je compris à mon grand soulagement qu'elles ignoraient où j'étais allé, ce qui ne les empêcha pas de me faire frissonner d'horreur. Leurs traits étaient indiscernables, mais la démarche accroupie et traînante était abominablement répugnante. Et pire que tout, je remarquai que l'une d'elles était vêtue d'une robe étrange et portait, à n'en pas douter, une haute tiare dont le dessin ne m'était que trop familier. Tandis qu'elle se répandait dans la cour, je sentis ma peur s'amplifier. Et supposons que je ne trouve aucune issue à ce bâtiment côté rue. L'odeur de poisson était détestable et je m'étonnais de pouvoir la supporter sans m'évanouir. Tâtonnant de nouveau vers la rue, j'ouvris une porte dans le couloir et me trouvai dans une pièce vide aux volets clos, mais sans châssis de fenêtre. Cherchant dans la lumière de ma lampe, je réussis à ouvrir les volets en un instant, je sautai dehors et refermai soigneusement l'ouverture comme je l'avais trouvée. J'étais dans Washington Street, et sauf celle de la lune,
Je ne vis ni lumière, ni âme qui vive. Mais au loin, j'entendais venant de plusieurs directions le son de voix rauques, les bruits de pas et aussi le bruit d'une curieuse espèce de trottinement très différent. Évidemment, je n'avais pas de temps à perdre. Je savais comment m'orienter et je me réjouis de voir que tous les réverbères étaient éteints, comme c'est souvent l'usage les nuits de pleine lune dans les régions rurales. Certains bruits provenaient du sud, et pourtant je persistais à vouloir fuir dans cette direction. Il y aurait sûrement une quantité d'entrées désertes pour m'abriter si d'aventure je rencontrais une personne ou un groupe aux allures de poursuivants. Je marchais vite, en silence, près des maisons en ruine. Bien que sans chapeau et ébouriffé après ma descente difficile, je ne pensais pas attirer l'attention. Je pourrais passer inaperçu si je devais croiser quelqu'un par hasard. À la hauteur de Bates Street, je m'enfonçais dans un vestibule béant, tandis que deux silhouettes aux pas traînants traversèrent la rue devant moi. Mais je me remis bientôt en route vers le grand carrefour où Elliott Street coupe Washington Street en oblique à l'intersection avec South. Sans avoir jamais vu cet endroit, je l'avais jugé dangereux sur la carte du garçon épicier, car la lune devait s'y donner à cœur joie. Il était impossible de l'éviter, car tout autre itinéraire impliquerait des détours et donc des risques supplémentaires de me faire voir, sans parler de la perte de temps. Il ne me restait donc qu'à traverser hardiment et sans me cacher, en imitant le mieux possible le pas traînant caractéristique des gens d'Innsmouth, et avec l'espoir de ne rencontrer personne, du moins aucun de mes poursuivants. Dans quelle mesure ces derniers étaient-ils bien organisés, et quel était exactement leur but? Je n'en avais aucune idée. Il semblait régner en ville une activité inhabituelle, mais je jugeais que la nouvelle de ma fuite du Gilman ne s'était pas encore répandue. Naturellement, je devrais bientôt quitter Washington pour une autre rue en direction du sud, car la bande de l'hôtel ne manquerait pas de se lancer à mes trousses. Je devais avoir laissé des traces dans la poussière du dernier vieux bâtiment, révélant ainsi comment j'avais gagné la rue. Le carrefour était, comme je l'avais prévu, complètement éclairé par la lune. Au centre, il y avait les restes d'un petit espace vert entouré de grilles. Heureusement, il n'y avait personne alentour, mais une sorte de bourdonnement ou de grondement étrange provenant de Town Square semblait augmenter. South Street était une avenue très large qui descendait doucement en direction des quais et offrait une vue dégagée sur la mer. J'espérais bien que personne ne regarderait de là-bas, tandis que je traversais sous la lune. J'avançais sans encombre et aucun nouveau bruit ne me fit soupçonner que j'étais surveillé. Regardant autour de moi, je ralentis le pas involontairement, un instant pour admirer la vue de la mer magnifique au fond de l'avenue dans le scintillement de la lune. Au loin, derrière le brise-lames, on pouvait apercevoir le vague profil du sombre récif du diable. Et comme je le scrutais, je ne pus m'empêcher de penser à toutes les hideuses légendes que j'avais entendues pendant les dernières 34 heures. Légendes qui dépeignaient ce rocher déchiqueté comme un véritable portail donnant sur des mondes d'une horreur insondable et d'une monstruosité inconcevable. Soudain, je vis une série d'éclairs sur le lointain récif. Précis et identifiables, ils éveillèrent dans mon esprit une terreur aveugle et irrationnelle. Mes muscles se raidirent, prêts à la fuite, et seule une certaine prudence inconsciente et une fascination quasi hypnotique me retinrent. Et pour couronner le tout, voilà que jaillissait maintenant de la coupole dominante de l'hôtel Gilman, qui s'élevait derrière moi au nord-est, une série de lueurs analogues, quoique différemment espacées, qui ne pouvaient être rien d'autre qu'un signal de réponse. Contrôlant mes muscles et me rendant compte à nouveau à quel point j'étais visible, je repris ma démarche traînante, mais rapide cependant, tout en gardant les yeux sur ce récif infernal et menaçant, aussi longtemps que South Street m'ouvrait sa perspective sur la mer. Que signifiait cet épisode? Je n'en avais pas la moindre idée. S'agissait-il d'un rite étrange lié au récif du diable, ou de quelques groupes débarqués d'un bateau sur ce sinistre rocher? J'obliquais vers la gauche en contournant l'ancienne pelouse,
contemplant toujours l'océan qui resplendissait sous la lumière spectrale de la lune d'été, et observant cependant les éclairs énigmatiques de ce signal inexplicable et sans nom. C'est alors que l'impression la plus horrible de toutes s'abattit sur moi. L'impression qui détruisit mon dernier reste de sang-froid et me fit détaler frénétiquement vers le sud, le long des sombres entrées béantes et des fenêtres au regard de poisson, dans cette rue déserte de cauchemars. Car en y regardant de plus près, je m'aperçus que les eaux éclairées par la lune entre le récif et le rivage étaient loin d'être désertes. Elles grouillaient d'une horde de formes qui nageaient en direction de la ville. Même à cette distance et en un seul regard, je pouvais affirmer que les têtes qui dansaient sur l'eau et les bras qui s'agitaient étaient tellement étrangers et anormaux que l'on ne pouvait ni l'exprimer ni le formuler consciemment. Ma course folle s'arrêta net avant la fin du pâté de maison, car, à ma gauche, j'entendis comme la clameur d'une poursuite organisée. Il y avait des bruits de pas, des sons gutturaux et un vrombissement de moteur vers le sud dans Federal. En une seconde, tous mes plans durent être complètement changés, car si la route du sud était bloquée devant moi, il fallait évidemment sortir d'Innsmouth par un autre chemin. Je m'arrêtai et je pénétrai dans une entrée ouverte, pensant que j'avais déjà de la chance d'avoir quitté le carrefour éclairé par la lune avant que mes poursuivants n'aient descendu la rue parallèle. Ma seconde réflexion fut moins rassurante, puisqu'ils prenaient une autre rue. Il était clair qu'ils ne me suivaient pas directement, ils ne m'avaient pas vu, mais obéissaient simplement à un plan général conçu pour empêcher ma fuite. Mais cela signifiait que toutes les routes partant d'Innsmouth seraient également surveillées, car ils ne pouvaient pas savoir laquelle je comptais emprunter. Dans ce cas, il me fallait fuir à travers la campagne en évitant toutes les routes. Mais comment faire, connaissant la nature marécageuse et largement sillonnée de cours d'eau de la région? J'eus un moment de vertige, à la fois à cause du désespoir, mais également d'une brusque augmentation de l'odeur de poisson omniprésente. C'est alors que je pensais à la ligne de chemin de fer abandonnée de Rowley, dont la voie ballastée et envahie d'herbe s'étendait toujours au nord-ouest en partant de la gare en ruine, au bord de la gorge où coulait la rivière. Il y avait une petite chance pour que les gens de la ville n'y aient pas pensé, car abandonnée, étouffée par les ronces, elle était virtuellement impraticable, la route la plus improbable pour un fugitif. Je l'avais vue distinctement de ma fenêtre à l'hôtel, et je savais où elle était. Le début, en grande partie, était malheureusement visible depuis la route de Rowley des hauteurs de la ville, mais on pouvait peut-être ramper discrètement à travers les broussailles. De toute façon, c'était ma seule chance de salut, et je n'avais rien d'autre à faire que d'essayer. M'enfonçant dans le couloir de mon refuge désert, je consultais une fois de plus la carte du jeune épicier à l'aide de ma lampe électrique. Le problème immédiat était de rejoindre l'ancienne voie ferrée, et je vis que le plus sûr était d'aller tout droit jusqu'à Babson Street, puis à l'ouest vers Lafayette, en contournant sans le traverser un espace à découvert comme celui que j'avais franchi, puis de repartir en zigzagant vers le nord et l'ouest par les rues Lafayette, Bates, Adams et Bank, cette dernière longeant la rivière, pour arriver enfin à la gare abandonnée et croulante que j'avais vue de ma fenêtre. J'avais choisi de longer Babson Street pour éviter de retraverser le carrefour de tout à l'heure et de commencer mon itinéraire vers l'ouest par une rue transversale aussi large que South. Je me remis en route et je rejoignis le trottoir de droite pour me glisser dans Babson le plus discrètement possible. Le bruit continuait dans Federal Street, et en jetant un coup d'œil derrière moi, je crus voir une lumière près du bâtiment par lequel je m'étais enfui. Impatient de quitter Washington, je me mis à trottiner comme un chien, espérant que personne ne me verrait. Après l'angle de Babson Street, je remarquai avec inquiétude qu'une des maisons était toujours habitée.
comme en témoignaient les rideaux à la fenêtre. Mais il n'y avait pas de lumière à l'intérieur et je la dépassais sans problème. Dans Babson Street, qui croisait Federal, où je pouvais être repéré par une patrouille, je rasais les immeubles affaissés et biscornus, m'arrêtant 2 fois dans une entrée car la clameur derrière moi s'était amplifiée momentanément. Devant moi, l'espace découvert brillait, vaste et désert sous la lune, mais mon itinéraire ne m'obligeait pas à le traverser. Lors de ma seconde pause, je remarquai de nouveaux bruits indéterminés et me risquant à jeter un coup d'œil prudent hors de ma cachette, je vis une automobile traverser le carrefour à toute vitesse et remonter Elliott Street qui, à cet endroit, coupe Babson et Lafayette. Pendant que je surveillais, suffoqué par une nouvelle aggravation de l'odeur de poisson, j'aperçus une troupe de formes grossières et accroupies qui allaient dans la même direction, parfois traînant, parfois bondissant. Je compris que c'était la patrouille qui surveillait la route d'Ipswich, qui est un prolongement d'Elliott Street. 2 de ces silhouettes portaient des robes amples et l'une d'elles un diadème pointu qui miroitait sur la lune. Sa démarche était si bizarre qu'elle me donna le frisson, car il me semblait que la créature sautillait. Quand la dernière silhouette fut hors de vue, je repris ma route, tournant rapidement le coin dans Lafayette Street, puis traversant Elliott en toute hâte, de peur que des traînards de la patrouille n'arpentent encore cette rue. J'entendis bien des coassements et des chocs au loin du côté de Town Square, mais passai sans encombre. Ma plus grande appréhension était la traversée de South Street, tellement large et éclairée par la lune, avec sa perspective sur la mer, et je me préparais mentalement à cette épreuve. Quelqu'un pouvait fort bien regarder, et s'il restait des retardataires dans Elliott Street, il ne manquerait pas de m'apercevoir d'un côté ou de l'autre. Au dernier moment, je décidai de ralentir mon trot et de traverser comme auparavant, en prenant la démarche traînante d'un indigène moyen d'Innsmouth. Lorsque la vue sur la mer s'ouvrit à nouveau, à ma droite cette fois, j'étais à peu près décidé à ne pas la regarder du tout, mais je ne pus résister. Je jetai un coup d'œil d'un côté en imitant le pas traînant vers des ombres protectrices. Il n'y avait pas de navire en vue, comme je m'y attendais plus ou moins. Au lieu de ça, la première chose qui me sauta aux yeux fut une petite barque qui se dirigeait vers les quais abandonnés, chargée d'un objet volumineux recouvert d'une bâche. Même vu de loin, les rameurs avaient un aspect repoussant. On distinguait encore plusieurs nageurs, tandis que sur le lointain récif noir, je remarquais une faible lueur immobile, différente du signal clignotant vu précédemment, et d'une couleur singulière que je ne pourrais identifier. Devant moi, à droite, au-dessus des toits en pente, se dessinait la coupole tellement sombre de la maison Gilman. L'odeur de poisson, dissipée un moment par une brise bienfaisante, revenait maintenant avec une intensité insupportable. Je n'avais pas traversé la rue quand j'entendis, venant du nord, une ronde qui descendait Washington en grondant. Comme ils atteignaient le vaste carrefour où j'avais aperçu la première fois le spectacle inquiétant de la mer sous la lune, je les vis distinctement à quelques maisons de distance et je fus horrifié des difformités bestiales de leurs visages et de leur allure sous-humaine, accroupis comme des chiens. Un homme marchait absolument comme un primate. Ses longs bras touchaient fréquemment le sol, tandis qu'un autre, en robe et tiare, avait l'air d'avancer à cloche-pied. C'étaient bien eux que j'avais vus dans la cour de Gilman, et ceux qui, par conséquent, étaient sur mes traces. Lorsque certaines silhouettes se retournèrent pour regarder dans ma direction, je fus pétrifié de terreur, parvenant quand même à garder avec naturel le pas traînant que j'avais adopté. Aujourd'hui, j'ignore encore s'ils m'ont vu ou pas. Si oui, mon stratagème a dû les tromper, car ils traversèrent le carrefour baigné de lune sans changer de direction, toujours coassant et jacassant dans un détestable jargon guttural que je ne pouvais identifier. À nouveau dans l'ombre, je repris mon petit trot le long des maisons penchées et décrépies qui regardaient fixement la nuit de leurs yeux vides.
Ayant gagné le trottoir ouest, je bifurquais dans Bates Street, où je serrais de près les immeubles du côté sud. Je dépassais 2 maisons qui paraissaient habitées, l'une faiblement éclairée à l'étage supérieur, mais je ne rencontrais aucun obstacle. En arrivant dans Adam Street, je commençais à me sentir plus en sécurité, et ce fut un choc de voir un homme sortir en titubant d'une entrée obscure juste en face de moi. Heureusement, il s'avéra beaucoup trop saoul pour être une menace, et je parvins sain et sauf aux lugubres ruines des entrepôts de Bank Street. Rien ne bougeait dans cette rue morte près de la rivière, et le grondement des chutes couvrait le bruit de mes pas. Il y avait encore du chemin jusqu'à l'ancienne gare, et les grands murs de briques des entrepôts autour de moi semblaient, je ne sais pourquoi, plus effrayants que les façades des maisons privées. Enfin, je vis la vieille gare à arcades, du moins ce qu'il en restait, et je me dirigeai aussitôt vers les voies qui partaient de l'autre extrémité de la gare. Les rails étaient rouillés mais intacts, et seulement la moitié des traverses étaient pourries. Il était très difficile de marcher ou de courir sur une surface pareille, mais je fis de mon mieux et en un temps honorable. Sur une certaine distance, la ligne longeait le bord de la rivière avant d'arriver au long pont couvert où elle franchissait la gorge à une hauteur vertigineuse. L'état de ce pont serait déterminant pour la suite. Si c'était humainement possible, je l'utiliserais. Sinon, je devrais à nouveau me risquer dans les rues jusqu'au prochain pont praticable. Le vieux pont, qui rappelait une vaste grange, brillait, spectral dans le clair de lune, et je vis que les traverses étaient sûres à l'intérieur, du moins sur quelques pieds. En entrant, j'allumai ma lampe électrique, et je faillis être renversé par une nuée de chauves-souris qui me dépassèrent en battant des ailes. Arrivé à mi-chemin, il manquait des traverses et je craignis d'être bloqué, mais en fin de compte, je tentai un saut désespéré qui heureusement réussit. Je fus heureux de revoir la lune en sortant de ce tunnel macabre. La vieille ligne traversait River Street directement au niveau du sol, puis tournait dans une région de plus en plus rurale et débarrassait enfin de l'abominable odeur de poisson d'Innsmouth. La densité des mauvaises herbes et des ronces me retarda et déchira cruellement mes vêtements, mais j'en étais malgré tout heureux, car elles assuraient une cachette en cas de danger. Je savais que la plus grande partie de mon parcours était visible depuis la route de Rowley. La région marécageuse commença brusquement et la voie unique emprunta un remblai où les herbes étaient plus clairsemées. Puis il y eut une sorte d'île plus élevée que la ligne franchissait par une tranchée peu profonde, étouffée par les buissons et les ronces. Je fus heureux de trouver cet abri momentané, sachant d'après mes observations à la fenêtre que la route de Rowley était à présent fâcheusement proche. Au bout de la tranchée, elle coupait la voie pour s'éloigner à bonne distance, mais en attendant, il me fallait être extrêmement prudent. Heureusement, j'étais à présent certain que la voie elle-même n'était pas surveillée. Avant d'entrer dans la tranchée, je jetai un coup d'œil derrière moi et n'aperçus aucun poursuivant. Les vieux clochers et les toits d'Innsmouth luisaient, éthérés et pleins de charme sous la lumière jaune et magique de la lune, et je songeais à ce qu'ils avaient dû être autrefois, avant que l'ombre ne s'abatte. Puis, comme mon regard s'écartait de la ville vers l'intérieur des terres, quelque chose de moins paisible attira mon attention et me fit me tenir immobile un instant. Ce que je vis, ou imaginais voir, était l'inquiétante impression d'un mouvement ondulant, loin au sud, une impression qui me fit déduire qu'une immense horde se déversait hors de la cité sur la route d'Ipswich. La distance était grande et je ne pus distinguer les détails, mais je n'aimais pas du tout l'aspect de cette colonne mouvante. Elle serpentait trop et brillait trop sous les rayons de la lune qui était maintenant à l'ouest. Je ressentis également une impression sonore, bien que le vent soufflât dans le mauvais sens, comme un frottement bestial et un beuglement pire que les grognements des patrouilles que j'avais entendus récemment. Toutes sortes d'hypothèses déplaisantes me traversèrent l'esprit.
Je pensais à ces cas extrêmes qu'on cachait, disait-on, dans les vieilles tanières croulantes près du port. Je songeais encore aux nageurs innommables que j'avais entrevus. Si on dénombrait les patrouilles aperçues jusqu'ici, plus celles qui surveillaient sans doute les autres routes, mes poursuivants devaient être singulièrement nombreux pour une ville aussi dépeuplée qu'Innsmouth. D'où pouvait donc venir l'effectif considérable de cette colonne lointaine? Ces anciennes tanières non explorées grouillaient-elles d'une vie difforme, non cataloguée, insoupçonnée? Ou quelques navires invisibles avaient-ils réellement débarqué une légion d'étrangers inconnus sur ce récif infernal? Qui étaient-ils? Pourquoi étaient-ils là? Si une troupe pareille gardait la route d'Ipswich, les patrouilles sur les autres routes avaient-elles aussi été renforcées? J'étais dans la tranchée broussailleuse et je me frayais lentement un chemin lorsque cette maudite odeur de poisson reprit de plus belle. Le vent avait-il tourné à l'est, soufflant de la mer et passant sur la ville? Ce devait être le cas, puisque je commençais à entendre d'affreux murmures gutturaux venant de cette direction jusque-là silencieuse. Il y avait un autre son aussi, une espèce de sautillement ou de trottinement colossal qui évoquait les images les plus détestables. Cela me fit penser contre toute logique à cette colonne odieusement ondulante là-bas sur la route d'Ipswich. Alors, la puanteur et les bruits grandirent ensemble, au point que je m'arrêtai en tremblant, reconnaissant à la tranchée de sa protection. C'était là, je me rappelais, que la route de Rowley se rapprochait à côté de la vieille voie avant de la traverser et de s'éloigner vers l'ouest. Quelque chose avançait sur cette route, et il me faudrait faire le mort jusqu'à ce que cela passe et disparaisse au loin. Dieu merci, ces créatures n'employaient pas de chiens pour la traque. Peut-être cela aurait-il été impossible avec l'odeur de poisson qui régnait dans la région. Blotti dans les buissons de la brèche sablonneuse, je me sentais à peu près en sécurité, tout en sachant cependant que les patrouilleurs allaient traverser la voie devant moi à 100 yards à peine. Je pourrais les voir, mais eux, à moins d'un miracle diabolique, ne pourraient pas me repérer. Brusquement, j'eus peur de les regarder passer. Je vis ce lieu tout proche éclairé par la lune où ils allaient déferler, et l'idée singulière me vint qu'ils seraient irrémédiablement pollués. Ce seraient peut-être les pires monstres d'Innsmouth. Qui aurait envie de se rappeler une chose pareille? La puanteur dominait tout, et les bruits enflaient en un brouhaha bestial de coassements, de glapissements, d'aboiements, sans le moindre rapport avec la parole humaine. Étaient-ce bien les voix de mes poursuivants? Avaient-ils des chiens, après tout? Pourtant, je n'avais vu à Innsmouth aucun animal domestique. Ces sautillements et trottinements étaient monstrueux. Je ne supporterais pas la vue des créatures dégénérées qui en étaient responsables. Je garderais les yeux fermés jusqu'à ce qu'ils disparaissent. La horde était maintenant toute proche. L'air était infecté de ces rauques grognements. Le sol tremblait presque au rythme surnaturel de sa marche. J'en perdais le souffle, et je fis appel à toutes les ressources de ma volonté pour garder mes paupières baissées. Aujourd'hui encore, je ne veux pas savoir si ce qui suivit fut une hideuse réalité ou une hallucination de cauchemar. L'action du gouvernement qui suivit après mes appels frénétiques tendrait à confirmer que c'était bien une réalité. Mais une hallucination n'a-t-elle pu se reproduire sous l'influence quasi hypnotique de cette vieille ville hantée et maudite? Il est des lieux qui ont d'étranges pouvoirs, et l'héritage de légendes démentes pourrait bien avoir affecté plus d'une imagination le long de ces rues mortes et empestées, de ces enchevêtrements serrés de toits pourrissants et de clochers croulants. N'est-il pas possible que le germe d'une véritable folie contagieuse se cache dans les profondeurs de l'ombre qui plane sur Innsmouth? Qui peut être sûr de la réalité
après avoir entendu des histoires comme celle du vieux Zadok Allen. Les fédéraux n'ont jamais retrouvé ce malheureux et n'ont aucune idée de ce qu'il a bien pu devenir. Où finit la folie? Où commence la réalité? Est-il possible que ma dernière peur ne soit elle-même qu'une illusion? Mais je dois essayer de raconter ce que j'ai cru voir cette nuit-là sous la lune jaune et moqueuse, ce que j'ai vu déferler en sautillant sur la route de Rowley, juste devant moi, tandis que j'étais accroupi dans les ronces sauvages de cette tranchée abandonnée. Naturellement, ma résolution de garder les yeux fermés avait fait long feu. C'était voué à l'échec, car qui aurait pu se tapir en fermant les yeux pendant qu'une légion de monstres aboyants et coassants venus d'on ne sait où sautait bruyamment 100 yards plus loin? Je me croyais prêt au pire, et j'aurais dû l'être étant donné tout ce que j'avais déjà vu. Mes premiers poursuivants étaient innommablement difformes. N'aurais-je pas dû être prêt à affronter plus de difformité, à considérer des êtres qui ne comportaient plus une once de normalité? Je n'ouvris les yeux que lorsque la clameur rauque arriva manifestement juste en face de moi. Je savais alors qu'une partie importante de la troupe était bien visible, là où les côtés de la tranchée s'aplatissaient pour laisser la route traverser la voie, et je ne pus m'empêcher plus longtemps de découvrir ce qu'avait à m'offrir cette lune jaune et provocante. Ce fut la fin, pour ce qui me reste à vivre sur cette terre, de tout vestige de paix de l'esprit, de toute confiance en l'intégrité de la nature et de toute conscience humaine. Rien de ce que j'avais pu imaginer, rien, même si j'avais cru mot pour mot au récit dément du vieux Zadok, n'était en aucune façon comparable à la réalité démoniaque, blasphématoire que je vis ou que je crus voir. J'ai tenté de suggérer ce qu'elle était pour différer l'horreur de la coucher brutalement sur papier. Se peut-il que cette planète ait engendré de pareilles créatures, que des yeux humains aient vu objectivement incarner ce qui n'a été évoqué jusqu'ici que dans des délires de fièvre et des légendes insaisissables? Pourtant je les ai vus en un flot ininterrompu, clopinant, sautillant, coassant, chevrotant, déferlant inhumain sous le clair de lune spectrale, malfaisante sarabande d'un cauchemar fantastique. Certains étaient coiffés de hautes tiares faites de cette espèce d'or blanchâtre sans nom, d'autres vêtus d'étranges robes, et l'un d'entre eux, celui qui ouvrait la marche, portait une veste noire macabre et bossue, un pantalon rayé et un feutre perché sur la chose informe qui lui servait de tête. Je crois que leur couleur dominante était une espèce de vert de gris, bien qu'ils avaient le ventre blanc. Ils semblaient en général luisants et glissants, mais la crête de leur dos était écailleuse. Leur forme était vaguement anthropoïde, avec une tête de poisson aux yeux prodigieusement globuleux qui ne se fermaient jamais. De chaque côté du cou palpitaient des ouïes et leurs longues pattes étaient palmées. Ils avançaient par bonds irréguliers, tantôt sur 2 pattes, tantôt sur 4, et je fus plutôt soulagé qu'ils n'aient pas plus de 4 membres. Leur voix qui coassait et aboyait servait évidemment un langage articulé, avec toutes les sombres nuances de l'expression dont leur face immobile était privée. Malgré toute leur monstruosité, ils ne m'étaient pas inconnus. Je ne savais que trop ce qu'ils étaient, car le souvenir de la funeste tiare de Newburyport était encore très frais. C'étaient là les poissons grenouilles impies du motif indescriptible, horribles et vivants, et les voyant, je compris ce que m'avait rappelé si effroyablement le prêtre bossu avec sa tiare dans la sombre crypte de l'église. Leur nombre dépassait ce qu'on pouvait imaginer.
sans limite, me semblait-il. Il y en avait des nuées, et encore mon coup d'œil rapide n'avait-il pu m'en montrer qu'une toute petite partie. Un instant plus tard, tout s'effaçait dans un miséricordieux évanouissement.